C'est désormais officiel. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce vendredi les résultats provisoires de l'élection des conseillers municipaux du 30 juin prochain. Résultats dont, en tout cas pour le moment, on n'a pas encore véritablement une idée de ce que ça donne en termes de cartographie, pas parti politique, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que s'il existe véritablement la part du lion, ça revient, Credo Tété, à unir. Oui, c'est encore une confirmation que l'UNIR maîtrise aujourd'hui le maillage politique. Je dis le maillage politique du territoire parce qu'avec ce que nous avons suivi comme résultat provisoire et avec, disons, le nombre assez élevé de sièges remportés par le parti au pouvoir, donc il faut dire qu'il y a un travail réel qui a été fait sur le terrain, ce que cette classe politique de l'opposition n'a pas su faire. Elle a préféré la rue pour raconter sa vie dans la rue au lieu d'aller sur le terrain. Et également, il faut dire, certes, UNIR est en avance, mais ce que je considère comme échec de ces partis de l'opposition, c'est la désunion qu'on a eue au sein de ces partis qui a aujourd'hui payé, mais négativement pour cette classe politique. Donc aujourd'hui, avec ce qui a été dévoilé par la CENI, on peut dire qu'on sait, on peut avoir une idée assez claire de la composition de l'échiquier politique, ce que valent nos partis politiques et réellement parce que à part l'UNIR, on peut parler de l'ANC, on peut parler de la C14, on peut parler dans l'ordre de l'UFC et l'UFC qui est aujourd'hui talonné aussi par le parti de M. Djerry Tama, qui fait un travail, disons, remarquable également sur le terrain en si peu d'années d'existence politique. Alors, Sylvestre Béni, déjà que UNIR caracole véritablement en tête, hein, parce que là, si on était dans une classe, on dirait premier sans deuxième, ça vous surprend? Non, pas vraiment, parce que je crois que lorsque je crée tout à l'heure qui parle donc de mariage du territoire, c'est normal, parce que c'est le parti présidentiel, ils ont quand même des moyens de l'État qui mettent également, parfois au profit donc de ce parti-là, qui leur permet donc de sillonner le territoire. Mais je crois qu'ils ont les réformes que UNIR aussi a faites donc, au niveau donc, de leur dernier congrès, en permettant donc d'avoir des vice-présidents par région. Je crois que il faut dire que tout cela a payé, mais sauf que on sait qu'il n'a jamais gagné proprement. Il y a également cela à soulever parce qu'on a vu quand même ces scènes de fraude là qu'on a essayé sur tout le temps du territoire national. Mais sauf que il y a un fait qu'on doit reconnaître, c'est que UNIR a su fidéliser, ne serait-ce que ces électeurs, si je peux me dire ainsi, parce que j'écoutais il y a quelques jours, une dame qui disait sur les réseaux sociaux, après avoir voté, qui chargeait véritablement UNIR, qui a quand même prononcé des termes un peu trop durs contre UNIR, les militants de UNIR, que je ne vais pas quand même prononcer sur cette antenne. Mais la dame disait que si nous avons fait ça, c'est à cause de toi, à cause de Fodia Singbe. Voyez-vous que, et elle disait, je reprends en fait la dame, que nous voulons la paix pour notre famille. Quand on sait que UNIR ne fait rien, quand on vous vote, vous gagnez, mais vous ne faites rien. Mais ce que nous votons parce que nous voulons qu'il y ait la paix. Voyez-vous, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas quand même... ce n'est pas quand même des aspirations profondes donc même des militants de UNIR qui mettent devant, mais il y a d'autres considérations qui font que les gens vont quand même voter UNIR sans véritablement donc, dire que ce parti-là peut faire quelque chose. Clairement, les gens ont voté UNIR, c'est ça? Non, je dis il y a certains qui ont quand même voté UNIR, ne serait-ce que parce qu'il faut voter UNIR. Voyez-vous, parce que les arguments avancés, normalement, en termes donc de... Et s'il faut jauger en réalité votre parti, quand tu dis que le parti ne fait rien, lorsque vous gagnez, mais vous ne faites rien, mais par contre, tu vas voter ce parti, ça veut dire qu'il y a un souci, il y a un problème. Mais pourtant, cette dame a voté UNIR. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis que UNIR a su, d'une manière ou d'une autre, fidéliser ces éléments. Là, maintenant, ici, je crois que c'est comme que de l'a dit, je crois qu'il faut reconnaître également c'est l'opposition, parce qu'il y a bon nombre de l'opposition, il y a quand même plusieurs militaires et partisans de l'opposition qui ne sont pas allés voter. Oui. On va revenir sur en parlant des grands enseignements. Joseph Gada, UNIR en tête. C'est vrai que la deuxième place se dispute entre C14 et ANC. Oui, c'est normal. C'est normal. Bon,
seulement que l'exemple de Béni fait sourire un peu, si c'est seulement l'exemple d'une seule dame, on pouvoir généraliser les sociovotes. Non. En fait, moi, je dis l'animal qui se lève tôt boit toujours l'eau propre. Et l'UNIAR a fait les 3 quarts des communes. Oui. Nous avons 1125, mais il y a 895. C'est énorme. Le parti a tout fait. Non, je pense que le parti a compris tôt que après l'organisation et la réorganisation du parti, non seulement on vise les élections locales, mais on vise directement aussi les présidentielles de 2020 qui sont déjà à nos portes. Et pour pouvoir avoir les élections présidentielles avec les élections communales, il vaut mieux gagner beaucoup de communes. Je pense que au niveau du parti, on a compris. Deuxièmement, c'est le parti au pouvoir qui a lancé le PND, le Programme national de développement. Oui. Ce programme ne peut pas réussir si il n'y a pas la décentralisation. Parce que beaucoup de puissances économiques qui ont voulu quand même investir ou bien accompagner ce processus, ce programme, on lui a dit au président de la République quand il lui avait fait beaucoup de ces voyages de natation, il faut aller au local, il faut aller à la décentralisation. Notamment, je voudrais parler de l'Allemagne, oui. Ce pays qui est aujourd'hui a investi dans le PND, mais qui exige que il y a une décentralisation. Il faudrait qu'aujourd'hui, il ne faut pas que le pouvoir, tout le pouvoir se concentre dans les mains du pouvoir. Et vous savez très bien combien de fois le chef de l'État, avec son bateau de pèlerin, il sillonne quand même les pays, les grandes puissances pour pouvoir ne serait-ce que mobiliser les ressources. Alors, on ne peut pas mobiliser les ressources et ne pas et aller les donner, par exemple, à son adversaire. Donc, le pouvoir dit attention, si c'est comme ça, levons-nous tôt, mobilisons le peuple. Il est arrivé à un certain moment au Togo, tout le monde parle du peuple. Alors, chacun n'a qu'à mobiliser son peuple. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, nous avons le chiquier, par exemple, à part l'UNI, c'est l'ANC, il y a la C14, il y a l'UFC. Je doute que l'UFC vienne avant le net, parce que d'après ce que j'ai vu... Il y a l'UFC avec 44, le net avec 34. Donc après le net, ça a été donné comme ça officiellement aujourd'hui. Bon, on fait le calcul. Après le net, moi je ne veux pas trop me lancer dans les chiffres, mais quand même la répartition. Après le net, il y a le cas, il y a comment non. MPDD de Kodio. Et après, nous avons la coalition renouvelée avec une seule commune. Donc, déjà, quand vous voyez la répartition, vous allez voir que, comme je l'ai dit, ceux qui ont devancé, ceux qui ont commencé à travailler, ont eu le boulot. D'accord. Et ce qui vient d'arriver, je ne veux pas dire la coalition renouvelée, qui vient d'arriver, bien le Benjamin, d'un regroupement qui se retrouve Benjamin. Credo. Non, ce que je voudrais dire, si vous le permettez, réagir par rapport à ce que Sylvestre a dit. De l'intervention de Sylvestre. Donc, je crois qu'il faut qu'on revienne là-dessus, parce qu'il a parlé de l'audio de cette dame. Moi, je ne l'ai pas pris négativement, mais je l'ai pris positivement. Et après analyse, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont voté unir, mais qui ont voté unir par soutien, pas par défaut ou par excès, donc je ne voudrais pas employer les deux extrêmes, mais des gens qui se reconnaissent dans la volonté politique du chef de l'État qui l'ont voté. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons fait notre petite investigation, je vais vous dire, donner un exemple, ça s'est passé dans le Golfe, mais je ne citerai pas le Golfe 1 ou 2 ou 3, 4, ou au niveau même de la mobilisation. Pendant la campagne de UNIR, on a vu une tête de liste qui n'est plus résident d'une zone, mais qui a quitté la zone, qui ne faisait même pas, avant les municipales, des actions dans la zone, mais qui a été parachuté au niveau de cette zone et comme tête de liste. Donc cela a failli plomber, disons, la campagne de UNIR dans cette zone. Non seulement cette personne, on a vu que cette personne a été autant de fois candidat malheureux pour le compte de UNIR en termes d'élections législatives. Mais ce candidat, ou bien cette tête de liste, a toujours fait dans la mauvaise manipulation de l'argent. Et pendant même cette campagne, est-ce que vous pouvez imaginer que cette tête de liste de UNIR dise que
dans la dotation, il a pris 2 millions pour acheter au niveau du parti des t-shirts et autres là. Ce qui a soulevé, disons, des mécontentements et autres là. Non, c'est ça qui justifie, à mon sens, l'audio de cette dame, parce que au sein même de ce parti, il y a des gens, des faiseurs des grilles. Donc, des faiseurs des grilles, des gens qui profitent des échéances électorales, des élections pour s'enrichir et autres là. Donc, je dis, ça s'est passé dans d'autres là. Donc, je te donne rendez-vous, mais tout le monde fait, tu as déjà le sujet dans ma parution prochaine, je reviendrai, on aura l'occasion de revenir sur ce plateau. Donc, c'est dire qu'au sein de l'UNIR, les choses ne sont pas aussi roses, parce qu'il y a le mauvais choix aussi de certains candidats qui n'ont pas joué en faveur de l'UNIR. Donc il faudrait qu'on choisisse les gens qui sont réellement sur le terrain et qu'il y ait également une clarté dans la gestion des ressources que le parti met pour faire les campagnes. Donc parce qu'il ne faudrait pas que des gens mettent les sous dans leur poche et attendent que le parti va faire le travail. Alors, comment peut-on expliquer, si on se situe du côté de l'opposition, en tout cas celle qui a longtemps fait le macadam, avec ce cortège impressionnant de gens qu'on a vu, on nous avait dit que c'est tout le Togo qui est mobilisé, qui ne voudrait plus avoir de ce pouvoir. Comment peut-on expliquer cette débâcle? Non, je crois que le fait majeur se situe au niveau donc, de la communication. Parce que moi, je dis très souvent que la communication est un art. Donc, lorsque vous ne savez pas comment manipuler les termes, vous risquez donc de vous retrouver un beau matin au pied du mur. Et lorsque vous voyez tout ce qui s'est passé, après donc la scission, d'abord au moment de la zone de turbulence de la C14 version originelle, et après la scission, lorsque l'opposition tu règles les comptes par médias interposés, lorsque les gens vont dire clairement sur des radios, vous savez, celui-ci nous a fait assez de tort, c'est celui-ci. Lorsque vous êtes dans ce genre de discours, vous savez, ça ne peut jamais réussir. Et après la scission, vous verrez que finalement le peuple est désabusé, totalement désemparé, il ne sait pas qui doit suivre. Voyez-vous, et là, dans la foulée, il y a certains qui se sont mobilisés pour parler donc de la coalition renouvelée, mais cela aussi n'a pas pris. Voyez-vous, donc aujourd'hui, je crois que c'est la scission même de l'opposition et les discours que les leaders tiennent sur les médias qui fait aujourd'hui que les gens ne sont pas allés voter. Et c'est l'abstention qui a pénalisé l'opposition. Lorsque vous voyez très bien, c'est l'abstention qui a pénalisé l'opposition parce que les gens sont restés à la maison, parce que nous votons, vous avez toujours promis et que demain, on va empêcher les élections, et on fera ci, on fera ça, et que finalement, on ne voit rien venir. Donc les gens sont restés à la maison. C'est pratiquement ce que nous avons vu lorsque, en 2005, on disait, nous, Gourougoura, mettons la durée et tout, on a vu tout cela. Les gens, avec quand même ce culot-là, les gens se sont allés, et puis vous verrez que le taux d'abstention à l'époque était presque de 36% en 2005. Finalement, il n'y a rien. Et les élections de 2007, après, vous verrez qu'à partir donc de 2010, c'est uniquement en 2007 que nous avons eu 14% de taux d'abstention. Ouais. À partir de 2010, vous verrez que l'abstention croît. Elle est de 33%, 34%, 40%. Aujourd'hui, nous sommes presque à 50%. Il arrivera un moment où les gens n'iront même plus voter. Parce que le discours de l'opposition, l'offre politique de l'opposition ne convainc plus les Togolais. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, les gens doivent quand même se poser 1008 questions. Qu'est-ce que nous voulons concrètement? Qu'est-ce qu'il faut dire au peuple? Quelles sont les promesses à tenir? C'est pourquoi, en tout temps, je disais que il faudrait quand même une certaine logique ou une certaine cohérence dans les actions. Vous avez vu que lors des événements donc, du 9 août 2017, à un moment donné, il y avait quand même le peuple était resté dans la rue. Le pouvoir a eu peur. À un moment donné, lorsque il y avait quand même cette pêche attendue, il y avait quand même deux discours au niveau de l'opposition. Il y a certains qui disent que s'il doit y avoir un dialogue et négociation avec le pouvoir, ce serait sur le départ du chef de l'État. Pendant ce temps, il y a d'autres qui disent que non. Allons discuter et on verra ce qu'on va faire. Ils sont allés au dialogue. Certains disent que non. Il faudrait qu'on change le format du dialogue. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait opposition et pouvoir discuter directement. Certains disent non. Il faudrait laisser dialogue le faire. Finalement, les gens sont déchantés et ils sont revenus, je peux dire presque bredouille. Voilà, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'offre politique de l'opposition, ce n'est pas encore ça. Et si nous restons dans ce schéma, je vous dis que 2020, c'est acquis pour unir. Joseph Gadassi, ça veut dire que cette opposition, en tout cas, qui était très unie dans la C14, n'a que ses yeux pour pleurer?
Non, mais la question de savoir aujourd'hui qui est opposant au Togo, moi personnellement, je me la pose, mais je ne trouve jamais de réponse. Depuis 29 ans, et jusqu'à présent, l'opposition n'arrive pas à céder au pouvoir suprême. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut commencer par réfléchir. Moi, je ne veux même pas aussi être dur avec l'opposition. Vous savez, parce qu'à un certain moment, vous avez dit c'est une opposition où plein de l'incohérence, c'est-à-dire que la crise de confiance, l'immaturité, il y a tout. J'ai l'impression que... L'immaturité, c'est un peu trop dire, mais bon... J'ai l'impression que les gens viennent dans l'opposition. Peut-être que c'est pour s'enrichir, peut-être que, bon, il y a des fuites. Il y a des fuites quelque part, les gens peuvent trouver de l'argent. Des fuites de capitaux. Deuxièmement, les gens viennent pour se faire juste un nom, c'est fini. D'accord. Maintenant, le fil de la réflexion. On va marquer juste la pause et on revient tout de suite après.